comment... Merci. Je vous en prie. Euh, Alors, comme on vous le disait en introduction, je vous en prie, asseyez-vous, prenez place. Comme on vous le disait en introduction, donc en 2024, la moitié de la population mondiale est appelée aux urnes. C'est une année qui est considérée comme charnière pour la démocratie. Et avec le développement fulgurant de l'IA générative, et bien jamais la manipulation n'a été aussi, enfin le risque en fait de manipulation n'a été aussi grande. Alors quelles opportunités, quels dangers pose l'IA? On en parle tout de suite avec nos invités. Merci à toutes les trois de nous avoir rejoints. Inziad, vous êtes fondatrice et présidente de Génération Politique, une entreprise spécialisée dans toutes les questions politiques. On l'évoquera dans un instant. Marie Pelletier, vous êtes historienne, essayiste et professeure à la Haute École Galilée de Bruxelles. Merci infiniment d'être avec nous. Je crois savoir que vous avez eu votre train au dernier moment, donc c'est merci à vous. Laura Siboni, professeure à HEC et autrice de nombreux ouvrages, notamment le dernier, Fantasia, aux éditions Grasset. C'est un plaisir de vous avoir. Donc Inde, je commence avec vous. Je l'ai dit, vous avez fondé Génération Politique pour aider les élus, les candidats à reconnecter avec les gens de manière, comme on dit en anglais, genuine, donc de recréer cette relation authentique, cette relation humaine. Quel a été votre constat de départ et quels sont les outils aujourd'hui que vous proposez à vos clients? Merci beaucoup Julia. Donc oui, effectivement, Génération Politique est aujourd'hui une entreprise de stratégie politique et Polytech. Moi, j'ai eu un parcours politique assez classique, académique, sciences politiques, administration publique. Et j'ai commencé en 2015 aux États-Unis. J'ai travaillé avec des politiques américains, avec des politiques français. Et fin 2018, donc à quelques semaines du début de la crise des Gilets jaunes, je me suis dit que j'avais envie de me lancer, de créer une entreprise et qui aurait pour objectif d'aider les politiques à reconstruire ce lien qui a pu se distendre ou se perdre avec le temps. Alors donc aujourd'hui, Génération Politique, c'est trois choses, c'est de la stratégie politique, de la participation, des méthodes de participation en ligne et sur le terrain, et de la Polytech, c'est-à-dire de la technologie spécialement pensée pour le politique. Le constat de départ a été vraiment, parce qu'on a commencé avec des interviews sur le terrain auprès de politiques et auprès de citoyens, on s'est rendu compte qu'il y avait à la fois beaucoup de méfiance, beaucoup de défiance, beaucoup de lassitude, mais aussi qu'il y avait surtout de la part des citoyens une volonté de renouveau, une envie d'avoir quelque chose de différent, vraiment une attente. Et donc ça a été ça le constat de départ, c'est à la fois une démocratie, un système politique qui est un peu affaibli par ce manque de confiance ou cette défiance du citoyen, mais aussi une sorte d'espoir avec nous pour certitude, en tout cas pour conviction que le politique a besoin d'être accompagné sur ces grands défis. Et notre objectif est effectivement de l'accompagner en France et à l'international. Alors Marie, vous êtes spécialiste des théories conspirationnistes, de la propagande, de la mise en récit des questions internationales et vous décrivez aussi une crise de confiance dans la démocratie. Vous dites que ce n'est pas la technologie qui est à la base de cette crise de confiance, que ce n'est pas nouveau. À quoi est-ce que vous l'imputez? Alors évidemment, c'est une crise de confiance qui est multifactorielle. C'est toujours difficile de résumer à un seul ou deux facteurs, mais on peut dire que depuis, grosso modo, l'entrée dans les années 2000, parce que c'est un peu là qu'il y a eu le tournant, avec notamment le 11 septembre 2001, il y a eu un peu une restructuration du débat public dans les sociétés occidentales autour d'une défiance à l'égard de la parole perçue comme la parole d'autorité, qu'elle soit politique, médiatique, scientifique, parce que la parole d'autorité en démocratie, elle peut être de plusieurs natures. Et cette confiance n'a fait que se creuser. Évidemment, même si la technologie n'est pas coupable de la défiance, elle peut la nourrir, évidemment aidée par l'outil du web et surtout des réseaux sociaux à partir de la décennie 2010, avec un peu un point d'orgue en 2017 avec l'élection de Trump, puisque Trump est un peu en quelque sorte l'incarnation de cette défiance et la victoire de cette défiance, puisque la défiance en quelque sorte prend la tête symboliquement des démocraties occidentales. Donc là, il y a eu un tournant. C'est vraiment le 11 septembre que vous voyez comme étant le basculement? Oui, oui, clairement. C'est un peu le point de bascule. Alors, c'est vite résumé comme ça, mais le point de rupture avec le récit du Plus jamais ça qui avait structuré la deuxième partie du XXe siècle, où on avait collectivement en démocratie une volonté d'endiguer les paroles de haine, d'endiguer tous les réflexes antidémocratiques en réalité, parce qu'on avait la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et du génocide juif, bien évidemment en arrière-fond. À partir de l'entrée dans les années 2000, ça commence à s'effriter, et le 11 septembre 2001 a joué comme un cristallisateur très profond, parce qu'il a été un choc très profond pour nos sociétés, dont on n'est pas encore complètement sorti d'ailleurs, avec quelque part l'idée que nos démocraties n'étaient pas
aussi sûr que ce qu'on pensait. Et donc, à partir de cette fragilisation des acteurs antidémocratiques, alors moi j'étudie spécialement les acteurs de propagande, donc les acteurs pro-dictature notamment, ont pu sentir cette fragilisation et venir s'engouffrer en quelque sorte dans nos sociétés. Alors, Laura, excusez-moi, je le disais tout à l'heure, votre dernier livre, Fantasia, parce que dans cette table ronde, on va parler d'IA. Votre dernier livre, donc Fantasia, parle d'IA. Vous avez décidé d'écrire l'IA, pas de manière théorique, mais plutôt au travers de micro-récits, d'anecdotes aussi. Vous avez dédié un chapitre entier à l'IA et la démocratie, et vous avez choisi de nous parler d'un site internet qui s'appelle pluralisme.fr. C'est un peu comme ce que fait l'ARCOM aujourd'hui, c'est-à-dire suivre le débat politique et les citations des hommes et femmes politiques et aussi le temps de parole. Pourquoi s'être intéressé à ce site internet particulièrement ? Tout à fait. Moi, ce que je voulais faire, c'était de raconter l'intelligence artificielle. Je n'ai pas voulu faire un manuel technologique, je n'ai pas voulu faire un essai d'opinion. Moi, je m'adresse, dans le livre, je m'adresse à ma grand-mère qui n'a même pas d'adresse mail, mais qui est influencée par l'intelligence artificielle, en particulier sur les réseaux sociaux, parce qu'elle tient toute son information de ce que lui raconte ma tante qui passe son temps sur Facebook. Comme beaucoup. Exactement. Et donc, j'ai voulu raconter l'intelligence artificielle et lui donner un visage. J'ai découvert cette histoire que je trouvais très romanesque de ce qui est donc, l'ancêtre de l'ARCOM, le CSA, qui fait du suivi de temps de parole, du temps de parole politique, et qui utilisait pour ça, depuis 1984, un logiciel qui là n'utilise pas d'intelligence artificielle, mais qui a mené à énormément de débats pour définir ce que c'est que le temps de parole politique et à travers ça, qu'est-ce que c'est que le pluralisme qui est à la base des démocraties libérales. Et donc, il y a eu énormément de discussions sur comment est-ce qu'on doit comptabiliser les soupirs de Charles Pasqua dans son temps de parole, par exemple, quand il y a un débat politique, que quelqu'un parle et que la caméra montre son opposant et que son opposant va faire exactement des grimaces, des mimiques. Est-ce que ça doit être comptabilisé dans le temps de parole ? Eh bien, tout ce trésor de discussion, de débat très humain sert aujourd'hui à informer un logiciel qui, lui, a été créé par le fils du fondateur de ce logiciel. Et donc, un logiciel qui, lui, va permettre de capter en temps réel la parole politique sur les flux télévisuels, radio, Twitch, de faire du speech-to-text et donc de pouvoir faire du fact-checking, mais aussi de pouvoir donc retrouver, par exemple, des thématiques qui vont se retrouver dans le discours politique, de pouvoir croiser ces données et faire du suivi de l'évolution de la thématique immigration dans le débat public, par exemple. Et donc, ce que je trouvais romanesque, intéressant et surtout éclairant sur l'intelligence artificielle, c'est comment est-ce que ces discussions très humaines ont mené aujourd'hui à informer des outils d'IA qui permettent, donc en l'occurrence, de mettre en avant le pluralisme politique et de respecter le temps de parole. Donc là, on est face à un exemple où l'IA peut vraiment aider à accompagner des nouveaux modes, la démocratie. Mais je voudrais revenir, on va y revenir dans un instant, parce que je pense qu'il y a d'autres exemples. Effectivement, l'intitulé de la table ronde, c'est « Démocratie à l'épreuve de l'IA ». Vous êtes toutes d'accord, vraiment, toutes vous me l'avez dit, c'est pas la technologie qui est à la base de cette crise de la démocratie. Mais malgré tout, qu'est-ce qui fait comment l'IA aujourd'hui influence la démocratie et qu'est-ce que vous... Voilà, qu'est-ce qui vous embête, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a des sujets comme ça qui vous titillent ? Alors oui, effectivement, on parle de crise du politique depuis les années 90, depuis le début des années 90, avec cette déconnexion, une sorte de défiance, voire de méfiance. Je pense que ce que change l'IA, et ce qui est très important, surtout en période électorale, notamment je parlerai un petit peu plus des deepfakes, c'est d'abord l'IA brouille les pistes, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas tant de convaincre d'une vérité alternative, mais vraiment de brouiller les pistes pour que la personne derrière va se poser des questions, pour que la personne derrière se pose des questions, et cette personne va se poser des questions même sur des vérités qui semblent
évidente. Et donc ça décrédibilise tout le système et ça pose une question majeure lorsqu'on est dans une société démocratique qui devrait reposer sur la vérité. Il y a deux autres éléments qui sont aggravés par l'IA, même si l'IA n'a pas causé la crise démocratique ou la crise du politique. C'est d'abord le fait que c'est de plus en plus facile de produire des contenus IA, très très facile, gratuitement ou alors à un coût très très bas, des produits qui sont extrêmement plausibles, c'est-à-dire que vous avez eu des deepfakes, il y a eu beaucoup de deepfakes cette année et l'année dernière. Les robocalls avec... Les robocalls, en janvier 2024, il y a des personnes au New Hampshire, avant les primaires, qui ont reçu des appels qui personnifiaient Joe Biden, qui leur disaient il ne faut pas aller voter maintenant, il faut attendre en novembre pour l'élection. Et c'est bluffant, c'est extrêmement bluffant parce que ce sont des deepfakes, des audios, des vidéos qui sortent à quelques jours de l'élection. Il y a eu la même chose pour la mairie de Chicago aussi l'année dernière, où on entendait le maire, enfin en tout cas le candidat qui n'a pas gagné, qui disait qu'il était prêt à frauder pour gagner l'élection. Et ce n'était pas lui. Donc ça veut dire que la personne lambda, le citoyen lambda qui n'est pas professionnel et qui ne saurait pas détecter exactement la faute ou le faux, n'est pas capable de dire si cet audio est fait par l'IA ou par le vrai candidat. Mais même les professionnels aujourd'hui ont du mal. Et même les professionnels ont énormément de mal. Donc il y a d'abord la question de la facilité, où on peut avoir un contenu qui trompe très facilement, très rapidement, et puis aussi la rapidité avec laquelle ça se propage. C'est quasiment, pareil en Slovaquie l'année dernière, il y a eu la même affaire, c'est quasiment impossible de renverser le mal une fois qu'il est fait. Lorsque vous avez des millions de personnes qui ont fait circuler sur vous, quand vous êtes candidat, un audio ou une vidéo où vous dites que vous allez frauder ou que vous allez voler de l'argent, c'est problématique. Donc c'est ça la question pour moi, c'est les trois éléments et in fine, le résultat final, c'est que ça décrédibilise tout et on a une sorte de nihilisme, on ne croit en rien et le citoyen ne croit en rien parce qu'il a été tellement déçu par des choses qui paraissaient tellement vraies. Marie, je vous vois hocher de la tête. Oui, je suis assez d'accord et j'ajouterais aussi qu'au-delà de la question du vrai ou du faux, qui est une vraie grosse question, puisqu'effectivement en démocratie la question de la vérité est ou devrait être une valeur, contrairement aux dictatures qui n'ont pas de problème à manipuler politiquement. Au-delà de cette question, il y a aussi la question de la mise en récit et de la vision qui, moi, me turlupine beaucoup parce que travaillant depuis plusieurs années sur la propagande des dictatures et sur les discours d'extrême droite aussi, etc., donc sur la mise en récit des discours antidémocratiques, j'ai conscience que les récits antidémocratiques sont déjà largement diffusés dans nos sociétés. C'est-à-dire que ce n'est pas l'IA qui va les amener, ils sont déjà là. Et l'IA va être en quelque sorte le reflet de ces discours-là. Et donc, possiblement, encore les démultiplier. Je vais vous donner un exemple qui, à la fois, peut paraître hors cadre, mais qui n'est pas tant que ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le conflit syrien et sur les questions de propagande autour du conflit syrien. C'est à partir de là, d'ailleurs, que je me suis spécialisée sur la question de la propagande des dictatures. Et pour le moment, j'écris un livre où je fais référence à la Syrie. Et bien sûr, comme tout le monde, j'utilise ChatGPT pour poser quelques questions, pour m'aider à la rédaction, etc. Et très rapidement, j'ai réalisé que dans ChatGPT, il y avait énormément de traces de la propagande du régime Assad. C'est-à-dire que la manière de raconter les événements syriens était une manière, en fait, erronée. Par exemple, sur des massacres dont je sais qu'ils sont absolument documentés et réels, qui ont été fact-checkés, etc., l'IA tourne les phrases de manière à laisser penser qu'ils ne sont pas aussi certains que ça. Possiblement tués. Et donc ça a l'air à la fois infime, mais c'est la question de la mise en récit et c'est l'instillation du doute. Et ce doute-là, malheureusement, le doute qui devrait être normalement au service de la rationalité, qui devrait être quelque chose de cartésien et de positif, depuis des années est justement instrumentalisé par ces acteurs antidémocratiques à des fins de défiance à l'égard de la démocratie. Et ça c'est ça qui me tracasse personnellement, c'est que ces récits de doute et de défiance sont déjà présents et que donc forcément l'intelligence artificielle va en être le reflet. Parce qu'ils sont déjà reflétés dans les données d'entraînement. Et donc ce serait quoi la solution si on va un tout petit peu plus loin? Ce serait comment on fait pour gérer ce qui existe déjà dans les données d'entraînement à l'origine? Alors, j'ai aucune compétence sur le plan technologique, mais sur le plan de la vision et du politique, parce que ça, c'est plutôt mon domaine, oui. Je pense qu'on doit, en tant que
défenseur de la démocratie au sens très large ici, avoir un récit beaucoup plus offensif. Je pense que ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on a été beaucoup trop dans la réaction, beaucoup trop passif de manière globale. Ici, je ne jette pas la pierre à un camp de manière un peu partisane, mais on n'a pas assez pris la mesure du fait que la démocratie, c'est quelque chose qui doit se défendre et que donc il faut une certaine offensive face à ces discours qui essayent en quelque sorte de nous faire croire que la démocratie est un leurre. Si on croit que ce n'est pas un leurre et que ça vaut la peine d'être défendu, il faut aussi nous-mêmes défendre un récit au-delà de la question du vrai ou du faux. Laura ? Je rejoins entièrement Marie là-dessus. Et je pense que la réponse au doute, c'est le doute. Mais que la réponse à la méfiance généralisée de principe qu'on trouve sur les réseaux sociaux, justement parce que se multiplient les deepfakes, les fake news, elle se trouve dans le doute méthodique. Mais dans le doute méthodique qui repose sur un imaginaire. C'est quoi le doute méthodique ? Le doute méthodique, le doute cartésien, c'est celui qui va chercher non pas de quoi est-ce qu'on peut douter, mais plutôt ce à quoi on peut croire, ce qui va correspondre au réel. Il y a une distinction qui revient assez souvent dans la langue russe entre deux termes pour parler de la vérité. Il y a la pravda, qui est la concordance des choses avec les faits, et puis il y a l'istina, qui est plus la vérité intérieure, la vérité au sens de Dostoïevski, la vérité de ce à quoi on veut croire. Et ça, c'est manifeste sur les réseaux sociaux et surtout à l'heure de l'intelligence artificielle où la plupart des gens ont quand même du mal à faire le lien entre des intelligences artificielles comme celles dont on parlait tout à l'heure qui vont prédire des événements climatiques, qui vont aider à rendre plus écologique la construction, et celles qui vont se baser sur nos historiques de navigation et nos préférences pour nous apporter du contenu. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est que c'est très versatile, c'est invisible finalement pour la plupart des gens, même si ses effets sont bien visibles. Et donc, pour moi, ça passe aussi, c'est évidemment insuffisant, mais c'est nécessaire, par donner à voir l'intelligence artificielle, donc la raconter. Alors, on l'a dit, l'intelligence artificielle on le sait tous maintenant, en tout cas de plus en plus, je pense que les gens commencent à prendre conscience, il y a ces deepfakes, il y a les robocalls, il y a les bulles de filtre. Comment on fait ? C'est quoi la solution ? Il y a le doute méthodique, mais quelles sont les armes qu'on a aujourd'hui qu'on peut donner aux citoyens pour pas qu'ils justement ils tombent dans cette méfiance et surtout qu'ils se sentent complètement dépassés. Et puis c'est vrai qu'on peut avoir un sentiment à un moment donné, se lever et dire mais moi je sais même plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce que je dois croire, ce que je dois pas croire. Et vous l'aviez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut se dire que finalement on ne croit en plus rien. C'est quoi la solution ? C'est quoi les outils qui existent aujourd'hui pour les citoyens ? Alors moi, j'ai un prisme politique. Donc pour moi, la première question et la première solution, c'est la solution de long terme. C'est-à-dire qu'il faut se réinscrire dans le temps long et comprendre que pour être plus fort face aux attaques externes, les attaques sur notre modèle de société et notre modèle politique, il faut évidemment une société qui est forte, une société où les citoyens vraiment ont confiance et ils se sentent en confiance et ils ont confiance en le politique et en la chose politique. Donc pour moi, il faut d'abord revenir aux fondamentaux, revenir aux sources et traiter de cette question du lien entre le politique et le citoyen. Il faut vraiment... Ça veut dire revenir sur le terrain, ça veut dire... Revenir sur le terrain, montrer aussi que le politique peut encore changer la vie. On vit dans un monde tellement instable, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent à la fois participer plus, qu'on les entende, qu'on les comprenne, mais aussi... qu'il y ait une vraie puissance publique, qu'ils aient l'impression vraiment d'avoir une sorte d'encre alors dans un monde qui est de plus en plus instable et de plus en plus difficile à naviguer. Pour moi, c'est vraiment la question fondamentale parce qu'on vient vraiment en racine. Les deux autres questions, c'est évidemment, il faut sensibiliser les gens et leur expliquer ce qu'est l'IA et comment gérer l'IA, parce qu'on ne le sait pas naturellement. Ce sont des choses qu'on apprend. Donc, vraiment accompagner le citoyen et être beaucoup plus ferme avec les plateformes. Parce que récemment, Meta a annoncé qu'ils allaient mettre des labels avec fait par l'IA, etc., etc. Mais il faut vraiment que l'on puisse, et c'est le minimum, surtout en période électorale, savoir, lorsqu'on a un poste, est-ce que c'est fait par l'IA ou pas. Et ça, aujourd'hui, on ne le sait pas. Il y a des choses, on est en pleine élection, en tout cas, campagne pour les européennes, on ne sait pas toujours ce qui est vrai ou faux. Il faut vraiment jouer sur ce plan-là. Et je pense, le dernier point... On parlait tout à l'heure des relations interpersonnelles et des
groupes sociaux. Je pense que si vous avez un groupe où il y a une personne qui sait, qui a l'information vraie et que cette personne la partage avec les autres, on va plus facilement convaincre que si on a des personnes qui déjà se méfient et qui entendent un discours d'une personne qu'ils ne connaissent pas. Donc il faut aussi jouer, ça peut jouer d'une manière négative sur la démocratie, mais ça peut aussi jouer d'une manière positive lorsque vous avez dans un groupe une personne qui est rationnelle et qui va pouvoir transmettre à tout le monde en disant à la grand-mère ou à la mère, non, c'est pas vrai, c'est voilà la vraie information, etc., etc. Donc aussi à jouer sur cette question des relations sociales. Marie. Oui, je suis assez largement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit et effectivement sur la question du long cours particulièrement, c'est ce qui peut paraître décourageant et c'est ce qui, moi, au contraire, en fait, me fait tenir dans mon travail et dans mon engagement, c'est de me dire on va pas voir les résultats de ce chantier de la confiance parce que c'est un chantier de la confiance en une ou même deux générations. En tout cas, c'est un chantier de minimum de générations, je pense. Donc, il faut vraiment avoir cette vision long cours qui est pas évidente justement dans une logique numérique qui nous entraîne tout le temps à l'instantanéité, hein, donc c'est un peu une logique contraire. Et je pense qu'il y a et ça rejoint aussi ce qui vient d'être dit, mais derrière cet enjeu de la confiance, il y a un très grand enjeu de lien social. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris pendant la pandémie, personnellement, où on a dit beaucoup pendant la pandémie que le conspirationnisme avait prospéré, etc., que les logiques de désinformation s'étaient démultipliées. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Simplement, il y a eu un moment de cristallisation. La pandémie était un reflet de quelque chose. Et effectivement aussi, la pandémie a accentué la rupture de lien social parce qu'objectivement, nous étions enfermés chez nous. Et donc, il y avait quelque chose de l'ordre de la déconnexion interpersonnelle. Et je réalise de plus en plus que ce qui va redonner du sens et de la vision, et ce chantier du récit qu'on évoquait aussi, ça va se passer aussi justement hors du champ numérique. Je l'ai réalisé pendant la pandémie et ça m'a fait relire aussi certains mouvements politiques que vous évoquiez aussi tout à l'heure, comme les Gilets jaunes par exemple. Le succès d'un mouvement politique comme les Gilets jaunes, qui est un mouvement qui a été problématique à plein d'égards, hein, que moi personnellement j'ai beaucoup critiqué dans la presse, etc., parce qu'il y avait beaucoup de conspirationnisme, il y avait beaucoup de pensées anti-système dans ce mouvement. Donc je ne suis pas en train de dire que les Gilets jaunes c'est un modèle, pas du tout. Mais par contre, ce type de mouvement nous apprend quelque chose, c'est qu'en fait, les gens sont prêts à un moment donné, quand ils ont l'impression qu'ils ont trouvé un projet commun, à, au sens propre, si je reprends les Gilets jaunes, passer des nuits et des nuits sur des ronds-points en plein hiver. C'est-à-dire vraiment parce qu'ils croient de nouveau en un projet de société, puisque, alors là, en l'occurrence, c'était plutôt un projet de rupture et un projet plutôt antidémocratique à certains égards, mais en tout cas, quelque chose de suffisamment mobilisateur pour rester au sens propre sur la place publique. Et moi, alors c'est avec le recul que je l'ai vu, ça m'a beaucoup appris sur quelque part les besoins actuels en termes de politique au sens large. On doit, et ça je le dis partout où je vais, je le dis aux journalistes, je le dis aux médecins, aux scientifiques, je le dis aux entrepreneurs, je le dis aux politiques aussi bien sûr, il faut retourner sur le terrain, vraiment il faut se voir, s'entendre, c'est crucial parce que la désinformation, la défiance, le conspirationnisme a énormément prospéré sur des logiques de distance numérique et sur des logiques où on fantasme l'autre en réalité. Et ça, il y a vraiment quelque chose à renouer parce que ce chantier de la confiance, il est pour moi la condition de la survie démocratique et vraiment au sens propre. C'est-à-dire que la démocratie, elle est vraiment menacée de manière directe aujourd'hui par toute l'entreprise discursive antidémocratique que j'ai brièvement évoquée, mais aussi de manière même plus concrète, j'ai envie de dire, avec ce qui se passe en Ukraine, etc. Je veux dire, on a vraiment des menaces j'ai presque envie de dire, très physiques pour le moment. Et donc, la confiance, c'est la condition de notre fortification, de notre renforcement collectif, et c'est un chantier absolument collectif, qui concerne absolument tous les acteurs. On ne peut pas dire juste que c'est les responsables politiques qui doivent faire un effort, quoi. Je pense que c'est vraiment, de nouveau, se croire les uns les autres, en fait. C'est vraiment ça, sur ça qu'on doit travailler dans les prochaines années. Et personnellement, je suis plutôt enthousiaste et positive parce que je vois plein de choses positives qui vont dans ce sens-là sur le terrain. Je pense qu'il faut le dire aussi, parce que sur ces questions-là, on a tendance un peu à entretenir une morosité, à dire que c'est toujours de pire en pire, etc. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur ces questions. Je ne trouve pas que c'est pire qu'il y a 5 ans, par exemple. Je trouve plutôt qu'on a bien progressé depuis quelques années. Donc, il faut s'accrocher à ça aussi. Laura, sur ça, je suis entièrement d'accord et je trouve qu'on est très complémentaires là-dessus. Les solutions face à la méfiance
face à l'information, face à la démocratie. Elle passe, oui, par prouver, par démontrer, elle passe aussi par recréer du lien social. Et puis, elle passe plus individuellement par la fiction et le récit. Parce que c'est pas en allant voir un complotiste et en lui disant vous êtes complotiste qu'on les fait changer d'avis. Quand Molière voulait dénoncer l'hypocrisie, il n'a pas fait un essai sur l'hypocrisie, il a créé le Tartuffe. Et c'est à travers des personnages, à travers des histoires qu'on va le mieux se reconnaître et se remettre en question, parce que c'est aussi, et ça individuellement, une remise en question perpétuelle de la démocratie. C'est aussi de se poser ces questions, de se reconnaître dans des personnages, de savoir quel futur on veut, pourquoi est-ce qu'on veut se mobiliser. On arrive à la fin de cet entretien. Merci infiniment à toutes les trois d'être venues nous voir. Je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement. Merci pour ce débat. Merci beaucoup. Et attendez, vous savez, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Avant de nous quitter, on voudrait justement vous remettre un livre Global Trends dans lequel vous retrouverez toutes les innovations, les 100 innovations qui ont été sélectionnées par Global Trends pour cette année. Merci infiniment à toutes les trois. Merci.